Bonjour à tous. On va peut-être Bonjour. commencer le temps que je présente juste l'ordre du jour, comme ça fera arriver les personnes qui ne sont pas encore connectées. Normalement, on a une intervention avec 35 connectés et là, je vois qu'on a 16 connectés extérieurs aux organisateurs. Je vais présenter donc l'événement, rapidement les intervenants qui se représenteront. Et donc, je suis Noël Thibaudot, président de la commission RSE au sein du conseil régional, et qui est une nouvelle commission et qui a comme objectif de faire rentrer la RSE au sein de nos cabinets. Donc, c'est un objectif qui est directement pour les experts comptables et pas du tout orienté sur la partie développement des missions. On pense que la RSE est importante, notamment au niveau de l'image de marque des experts comptables, qui, à notre sens, ne se sont pas beaucoup saisis de cette question pour leur propre cabinet. Donc, on a la chance d'avoir l'intervention d'Isabelle Join, qui est permanente chez Planète RSE, donc, qui est une association qui aide les entreprises à implanter la RSE dans leurs entreprises. Et puis, on aura l'intervention de Laurent Bonpasse, qui est notre correspondant au niveau de l'OPCO Atlas, donc notre OPCO, avec, après cette présentation de la RSE et de l'intérêt de la RSE au sein de nos cabinets, le fait que l'on ait des fonds disponibles au niveau de l'OPCO pour amorcer cette démarche à travers plusieurs dispositifs qu'il nous présentera. Et puis, on terminera les deux interventions par un temps de parole, donc des questions-réponses. Donc, normalement, sur l'outil, vous avez la possibilité soit de poser des questions au niveau du chat, ou encore mieux, la possibilité de lever la main et on ouvrira votre micro pour que vous posiez la question et que un des deux intervenants réponde. Écoutez, Isabelle, je vais vous passer la main. Merci beaucoup. Merci en tout cas, merci Monsieur Thibaudot de cette invitation. Je suis ravie de pouvoir être parmi vous et essayer avec beaucoup de modestie de présenter ce qu'est la RSE, parce que c'est un sujet assez vaste. On en parle beaucoup depuis un certain temps, mais depuis le Covid, finalement, il y a eu un écho un petit peu plus important. Et l'objectif de ce que je vais vous présenter, c'est pas de faire de vous tous des experts, c'est plutôt qu'on partage ensemble des jalons, des dimensions qui couvrent en fait cette perspective de la RSE. Déjà, on peut commencer par se dire finalement, au travers de tout ce qu'on voit aujourd'hui, qu'est-ce que c'est vraiment la RSE? Ça peut être un mot compliqué, ça peut être pour certains un mot simple. Ça dépend du contexte dans lequel on travaille, dans lequel on vit en tant que citoyen. Si on devait avoir aujourd'hui une seule chose qui serait retenue, eh bien, j'espère que ça sera ça. Ça sera une définition commune. En fait, on parle de RSE. Alors, la définition, c'est responsabilité sociétale des entreprises. Parfois, on entend responsabilité sociale, mais non, c'est sociétale. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est juste, la RSE, c'est la contribution des entreprises au principe du développement durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment est-ce que moi, en tant que dirigeant, je mets en pratique, en fait, tous ces principes de développement durable dans mon entreprise sur un certain nombre de champs qui sont souvent au nombre de 5. Il y a un champ économique, un champ social, un champ sociétal, un champ environnemental et un champ qui concerne la gouvernance. Ces 5 champs interagissent entre eux et c'est finalement comment l'entreprise déploie sa stratégie et met en pratique ces grands principes du développement durable sur son entreprise. Il existe aujourd'hui plusieurs définitions. Vous pouvez trouver des définitions un peu plus complexes et des définitions plus simples. Je vous ai mis les deux de référence, celle de l'ISO 26000, qui est la norme de référence de la RSE, qui a été donc rédigée par l'ISO et qui vise à finalement donner un cadre pour expliquer ce qu'est la responsabilité d'une organisation, notamment vis-à-vis de ses impacts et vis-à-vis de ses parties prenantes. Alors, les parties prenantes, c'est un mot qu'on entend souvent dans la RSE, c'est finalement comment est-ce qu'en tant qu'organisation entreprise, j'interagis sur toutes ces dimensions dont j'ai parlé tout à l'heure et au travers de les différents acteurs de mon écosystème, les banquiers, l'administration, mes clients, mes fournisseurs,
mes salariés, l'État. Donc voilà, c'est toutes ces parties prenantes-là dont on parle dans ces définitions. Après, on trouve des définitions plus simples. Je vous l'ai mis sur la définition de l'Union européenne. C'est l'impact qu'ont les entreprises et leurs responsabilités vis-à-vis de leur impact sur la société. Donc, toutes ces définitions, c'est important parce que ça peut permettre de travailler différemment la RSE au sein de son entreprise. Il n'y a pas une façon de voir la RSE. C'est ça qui est important aussi, c'est qu'au travers de la définition, chaque entreprise met en place des démarches, des pratiques en fonction de son contexte économique, humain, social, sociétal, environnemental et de gouvernance. Il n'y a pas une bonne façon de faire, il n'y a pas de vérité, il y a par contre un engagement fort, un leadership qui est souvent porté par le dirigeant au travers de cette implémentation. Il y a un petit historique auquel j'aime bien faire référence, qui vient des États-Unis, désolé, hein, mais à l'époque, en fait, voilà, ce qui était intéressant, c'est de voir l'évolution de la conception de l'entreprise. Et à l'époque, en fait, au travers de cette corporate social responsibility, l'entreprise, elle était considérée comme un être moral qui devait finalement procurer un bien commun et un bien-être auprès des travailleurs, des familles et de la communauté. Alors, je l'ai mis parce que c'est intéressant, vous le verrez par rapport à ce que je vais vous présenter après, sur notamment la loi Pacte dont on parle beaucoup. Ça fait un petit peu écho à ça et ça montre finalement toutes les perspectives et comment je dirais, cette notion de RSE, elle a évolué dans le temps. Dans un cadre tel que la RSE, il y a déjà des normes et des engagements volontaires. Donc, ça a été fléché parce qu'il fallait réfléchir de manière collective. Déjà, sur l'an 2000, l'ensemble des États se sont rapprochés, ont travaillé sur ce qu'on appelle les objectifs du millénaire, qui devaient définir finalement des objectifs à l'horizon et des réalisations à l'horizon 2015. Donc, ils ont travaillé sur un cadre commun et partagé. Ça, c'était déjà une première réflexion. Après, il y a eu un élément un peu plus connu aujourd'hui qui s'appelle le Pacte mondial de l'ONU. C'était un engagement en fait volontaire d'une entreprise et d'un dirigeant qui s'engage à respecter 4 grands principes qui sont les droits de l'homme, le droit de l'environnement, le droit du travail et la lutte contre la corruption, qui sont déclinés en 10 sous-principes. L'objectif d'un engagement volontaire, c'est quoi? C'est vous vous engagez en tant qu'entreprise à vous mobiliser sur ces 4 grandes thématiques, à les décliner et à rendre compte. Puisque derrière, la finalité de ces engagements volontaires, c'était de commencer à travailler sur le fond, mais on est toujours sur des éléments très déclaratifs, c'est-à-dire que vous pouvez finalement raconter ce que vous voulez par rapport à ce que vous mettez en place dans votre entreprise. Et les éléments de preuve qu'ils ont demandé, c'était d'avoir des indicateurs, de la mesure, des objectifs et rendre compte sur le fait que oui, on arrive à le mettre en place ou non, on n'était pas arrivé pour un certain nombre de raisons. Donc ça, c'est un marqueur assez fort. Il faut savoir qu'en France, sur le Global Compact, c'est très présent dans les PME qui veulent démarrer sur la RSE parce que c'est un cadre qui n'est pas forcément contraignant, entre guillemets, au-delà des grands principes. Hein. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont créé un véritable outil collaboratif, puisque tous les rapports en fait, qui sont rédigés chaque année par chaque entreprise sur leurs avancées, sur ces principes, sont partagés sur une plateforme web mise à disposition par le Pacte mondial et qu'entreprise, vous pouvez par exemple aller regarder ce qu'a fait l'entreprise bretonne sur la gestion des déchets, et vous pouvez regarder finalement des bonnes pratiques déjà mises en œuvre. Donc ça, c'est vraiment riche parce que ça permet aux entreprises qui démarrent de se créer un réseau d'acteurs, de rencontrer un écosystème favorable à la mise en place de ces grands principes et d'autres entreprises, y compris dans votre territoire. Ensuite, il y a eu la norme de référence, j'en ai parlé, hein, l'ISO 26000, qui n'est pas une norme certifiante. Vous ne pouvez pas être certifié ISO 26000, c'est des lignes directrices, c'est-à-dire que vous allez tendre vers un objectif et vous avez 7 grands principes d'action qui sont déclinés en plusieurs sous-actions. Donc, c'est une norme qui aujourd'hui, c'est la norme de référence. Elle est parfois utilisée. C'est souvent un socle sur lequel on peut s'appuyer, mais il faut savoir distinguer d'où on part. Parce que quand on est une PME ou quand on est une TPE de 10 personnes et quand on est une PME de 50 personnes, il faut quand même avoir des moyens humains et financiers pour engager en fait ces démarches. Donc, il faut vraiment choisir là où on veut aller, quels sont les besoins de l'entreprise. Est-ce qu'on a besoin de reconnaissance vis-à-vis de donneurs d'ordre? Est-ce qu'on a besoin d'évaluation et de porter un projet commun avec ses salariés et puis ses parties prenantes? Ça dépend vraiment de l'objectif du dirigeant. Ensuite, on a eu les objectifs du développement durable qui finalement, en 2017, ont permis de travailler sur 17 objectifs. La différence par rapport à ce qui avait été mis en place avant, c'est que là, on devait les décliner de manière systémique. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment réfléchir à la stratégie globale de l'entreprise et avoir un système de management par l'amélioration continue. Donc, on peut trouver aujourd'hui un certain nombre d'objectifs du développement durable qui peuvent être différents dans certaines entreprises en fonction du pays où vous agissez ou bien en fonction de territoire.
Je donnerai un exemple le tout simple sur, par exemple, la région nantaise, enfin, de manière générale, pardon. Si on prend l'objectif 3, bonne santé, bien-être, ça va concerner tout ce qui va être qualité de vie au travail, environnement de travail. Sur tout ce qui va être, par exemple, éducation de qualité, égalité, pardon, le 10, excusez-moi, je vois très bien. Le 10, égalité, inégalité réduite, ça va être par exemple sur Nantes, il y a une initiative qui a été prise par Audencia qui s'appelle Nego Training, qui est en fait une formation qui est mise à disposition gratuitement, qui vise à permettre aux femmes de se former sur la négociation salariale, parce qu'on sait que c'est une difficulté. Donc, on peut avoir différents dispositifs qui sont mis en place en fonction de ces ODD. Sur le 14, la vie aquatique, ça peut être par exemple tout ce qui va être le traitement des déchets plastiques en fait en mer. Donc, on peut trouver différentes entrées en fonction si on est une entreprise, un territoire, une nation. Donc, ces ODD maintenant, c'est une norme, on va dire, c'est pas une norme, mais c'est une base de référence. Et il faut savoir que sur les Pays de la Loire, donc il y a une réflexion qui est menée avec un projet européen. Et ils travaillent en fait sur la définition d'un observatoire en fait de ces ODD en fonction des différents territoires. Donc voilà, ça commence à être je dirais un socle commun sur lequel on peut s'appuyer au niveau de ces objectifs de développement durable. Ça peut parfois aussi paraître un repoussoir, il faut être clair, tous ces outils, toutes ces normes. Donc il faut vraiment à chaque fois travailler sur c'est quoi l'objectif de l'entreprise, d'où elle part, quels sont ses moyens humains et financiers. Parce que si on veut aller trop haut, trop vite, ça peut être vraiment contre-productif, on peut décourager les dirigeants. Alors que si on leur dit, ben voilà, démarrez à partir de vos forces, d'un socle commun et puis après avancer, là c'est plus vertueux et parfois ça peut même accélérer la transformation de l'entreprise. Il existe aussi, donc on a vu les normes et les engagements volontaires, toutes ces bases. Maintenant, il y a aussi un cadre réglementaire en France qui a été posé, donc depuis 2001 avec la loi NRE, la loi sur les nouvelles régulations économiques, qui visait à ce que ces entreprises cotées en fait puissent rendre compte sur leurs impacts sociaux et environnementaux. Donc ça a été déjà un premier pas. Ça a été derrière poursuivi, on peut dire, par la loi Grenelle de l'environnement de 2009, qui était la loi de programmation qui visait à définir les objectifs et les engagements nécessaires pour engager l'État et la France tout entière et la nation dans cette dynamique je dirais, de mise en œuvre d'un plan d'action sur l'environnement. Et puis en 2010, on a eu derrière tout ce qui était véritablement les objectifs chiffrés, le plan d'action avec la loi Grenelle 2, qui permettait justement de mettre en place des actions concrètes sur des grands chantiers, notamment principalement tout ce qui était les bâtiments, la transition énergétique, qui sont des impacts assez majeurs sur lesquels voilà, ils ont travaillé, mais il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, il y a eu deux champs, on dirait, sur la loi, en tout cas sur la loi Grenelle. En 2015, on a eu la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. Là aussi, c'était comment est-ce qu'on pouvait travailler pour agir en faveur du climat, avec aussi là, des actions concrètes sur 6 grands chantiers, dont les bâtiments, parce qu'effectivement, les bâtiments, c'est une source importante d'émissions de CO2, avec un objectif qui était de limiter, bien évidemment, ces émissions. Un point aussi important dans ce cadre réglementaire, c'était la loi Sapin 2 sur le devoir de vigilance. Là aussi, c'était important puisque ça visait à rendre les relations dans les entreprises et au niveau international, dans les échanges entre les entreprises, avec les rendre plus transparentes et de travailler beaucoup sur le rendre compte, les conflits d'intérêts, enfin toutes ces problématiques et la transparence qui semblaient être aussi majeures pour que les entreprises puissent finalement travailler sur l'ensemble de ces 5 socles dont j'ai parlé. Il y a la partie économique, mais au regard de ça, il y a la partie gouvernance et toutes ces notions liées à ce devoir de vigilance des entreprises, au fait de rendre compte, au fait de mettre en place des process de transparence. Eh bien, ça vise à être certain qu'on n'a pas oublié de dimension sur laquelle il était nécessaire de travailler. Donc, ces cadres réglementaires aujourd'hui, je dirais qu'ils s'imposent à nous et qu'il y a eu aussi derrière d'autres nouveautés qui ont été mises en place. Alors, un peu avant le Covid, et c'est intéressant parce que là, il y a eu la loi Pacte, la loi le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Et dans cette loi Pacte, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'il y avait des champs qui intégraient la RSE pour renforcer la RSE et avec derrière tout ce qui était création de la raison d'être et le fameux statut d'entreprise à mission qui aujourd'hui, il faut le savoir, en 2020, il y avait 200 entreprises en France qui étaient des entreprises à mission. En septembre 2022, si je ne dis pas de bêtises, il y en a 707. Je crois que c'était septembre 2022, 707 entreprises. Donc, en fait,
Ce statut d'entreprise à mission permet véritablement aux entreprises de mener une réflexion globale sur à quoi sert leur entreprise d'un point de vue sociétal et quel est le bien commun généré et finalement à quoi elles s'engagent derrière, y compris dans les relations avec leurs parties prenantes. Je prends un exemple, là, j'ai pris l'exemple de Patagonia, mais il y en a d'autres, hein, il y a Faguo, il y a bien d'autres entreprises, mais elles ont véritablement aussi réfléchi à leurs impacts et à la notion aussi de transmission de l'entreprise. C'est-à-dire que ces entreprises-là, ce n'est pas seulement des entreprises dont la rentabilité permet de financer un projet stratégique, mais c'est aussi, notamment, donc, je ne sais pas si vous avez vu dans le cas de Patagonia, c'est la notion de transmission. Ce n'est pas une transmission familiale, mais c'est une transmission, on va dire, sociétale. Donc, il y a vraiment des dirigeants qui ont poussé aussi le sujet assez loin. Et il y a des grandes entreprises comme la Maïf aussi qui se sont plongées, en fait, ou la Matmut, qui se sont les mutuelles qui se sont plongées aussi sur cette loi Pacte. Donc, c'est véritablement cette loi Pacte aussi qui peut aider les entreprises, quand elles le souhaitent, à finalement accélérer cette transition sur cette mise en œuvre de la démarche RSE. Alors, qui est concerné sur cette démarche RSE? Aujourd'hui, tout le monde, malheureusement, on va dire, ou heureusement plutôt. Tout le monde est concerné, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, leur statut secteur, peuvent mettre en place une démarche RSE. Et y compris les organisations, hein, parce qu'on peut bien évidemment avoir toutes les organisations, associations, GIE, qui peuvent aussi mettre en place en fait des dynamiques de responsabilité sociétale. Alors, il peut y avoir un certain nombre de bénéfices à mettre en place en fait ces démarches de RSE. J'en présente un certain nombre. On a travaillé, nous, beaucoup avec les dirigeants de l'association Planète RSE, des adhérents, sur le fait de leur poser la question de savoir quels avaient été les bénéfices de la mise en place de ces démarches, au-delà de la capacité d'avoir une vision long terme, d'avoir une bonne réputation, d'avoir plus de motivation et de productivité parmi les collaborateurs, puisqu'il y a véritablement la notion de pérennité qui s'inscrit, le fait de favoriser tout ce qui va être innovation et compétitivité, la fidélité des salariés, la croissance, bon, ça dépend des entreprises, et puis surtout l'anticipation par rapport aux réglementations. Donc aujourd'hui, en fait, post-Covid, je parlais de la loi Pacte, mais au travers des bénéfices de la RSE, ce qui ressort aujourd'hui, c'est deux thématiques. Et M. Thibaudeau en parlait, c'est la marque employeur et puis la fidélisation aussi des salariés. Et puis la réputation, puisque ça aussi, c'est très important pour pouvoir recruter. Et aujourd'hui, c'est quand même la plus grande difficulté à laquelle doivent faire face les entreprises. Donc, cette démarche RSE, ça peut être aussi un outil pour favoriser en fait cette fidélisation et ces recrutements. La seule condition, c'est que, comme toujours, il faut que ça soit sincère. Il faut qu'il y ait une communication sincère parce qu'aujourd'hui, et je pense que peut-être vous l'avez vu, il existe maintenant, grâce aux réseaux sociaux, des moyens, notamment que mettent en place les jeunes générations, pour aller questionner la réputation des entreprises. Et ça peut être au travers de ça, le fait de questionner, c'est une chose, mais ça peut être aussi le fait de dénoncer les pratiques des entreprises, ce qui peut être catastrophique pour certaines entreprises. Alors ça existe, je ne sais pas si vous avez vu sur la com, hein, et sur les startups également. Donc il faut être assez vigilant. Parfois, il vaut mieux en faire moins, mais le faire véritablement, que de communiquer beaucoup et de ne pas en fait mettre en place ces pratiques-là. Alors, quels sont les impacts de l'entreprise, effectivement, qui peuvent être concernés par cette démarche sur lesquels il faut se positionner? Eh bien, c'est l'ensemble des impacts environnementaux, sociaux, gouvernance dont j'ai parlé, qui sont réunis dans ces fameux critères ESG, mais c'est aussi tous les impacts sur vos parties prenantes. On en a parlé tout à l'heure. Il faut bien évidemment impliquer vos parties prenantes dans la réflexion sur quels sont les impacts de l'entreprise. Alors, vos parties prenantes, déjà, ça peut être vos salariés, c'est souvent par là que ça démarre. Ça peut être en fonction de vos entreprises ou des entreprises pour lesquelles vous êtes conseillé. Ça peut être aussi leurs actionnaires. Voilà, ça peut être aussi les banquiers, si elles ont des investissements importants à faire. Donc, cette notion de mesurer l'activité et connaître ses impacts, c'est vraiment hyper important, notamment quand on veut faire évoluer l'offre de services ou de produits de son entreprise. Voilà. Donc là, j'ai mis un exemple, c'est quantifier les émissions carbone générées par la création d'un service ou d'un produit. Ça, aujourd'hui, c'est encore plus vrai parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur le bilan carbone. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça leur permet quand même de mesurer leur vulnérabilité par rapport aux énergies fossiles, d'une part, et puis derrière, ça leur permet de questionner leurs pratiques et de finalement faire évoluer leur business model. Donc ça, c'est vraiment aussi important parce que on l'a vu avec le Covid, on a su se transformer assez rapidement
et s'adapter. Mais cette résilience, pour certaines entreprises, par exemple, qui travaillent dans la distribution de contenants plastiques, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut qu'il y ait quand même une étape de mesure, mesurer ses impacts, mesurer après ce qu'on peut mettre en place, investir, changer ses pratiques, faire évoluer les pratiques, faire évoluer son modèle quand c'est possible. Avec une seule finalité, et ça vous le connaissez tous en tant qu'expert comptable, c'est la pérennisation de l'entreprise. Voilà, lui permettre de passer tous les obstacles, toutes les difficultés et pour certaines de transmettre. Alors c'est particulièrement le cas, nous en fait on fait le constat dans les entreprises familiales où on n'est pas du tout dans le même objectif que des entreprises qui sont par exemple rachetées, qui ont, voilà, dans l'ambition du dirigeant, c'est plutôt de la revendre ou de la transmettre, mais à un nouveau repreneur. Dans les entreprises familiales, il y a cette notion de pas que de la rentabilité, mais c'est la notion de la pérennité, mais de la transmission. Voilà. Alors, s'engager dans une démarche RSE, hein, j'en ai parlé, c'est surtout prendre des mesures concrètes. Encore une fois, le déclaratif, il faut vraiment s'en méfier. C'est vraiment, s'il y a un conseil à donner aux dirigeants, c'est attention au déclaratif, parce qu'il faut toujours l'étayer de faits, de mesures, d'objectifs et de rendre compte. Il vaut mieux une communication sincère, encore une fois, que de raconter la messe, que de faire des sites internet où on s'autoproclame vert. Ça peut être vraiment contre-productif et encore plus aujourd'hui hyper dangereux de ne pas être au rendez-vous des promesses qu'on fait. Donc voilà, les intentions ne suffisent pas. L'engagement par la preuve et par l'action, c'est vraiment majeur et c'est ça qui va donner aussi, nous on le constate, du crédit aux entreprises qui s'engagent. Et ce crédit, il va être directement transposable dans leur capacité à recruter des personnes, dans leur capacité à porter des projets innovants et dans leur capacité à interroger leurs propres pratiques, parce qu'elles sont déjà dans cette démarche-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait faire de la RSE? Alors, effectivement, on peut se dire, bon, il y avait les démarches d'amélioration continue, les démarches de qualité qui nous ont permis déjà, au travers de normes, d'avancer sur un certain nombre de champs. L'avantage de la RSE, c'est qu'elle est vraiment globale et totalement transversale puisqu'elle couvre tous les champs. On n'est pas lié à un périmètre, elle couvre vraiment la totalité des champs de l'entreprise, encore une fois économique, social, sociétal, environnemental, gouvernance, avec en face toutes les parties prenantes. Et donc, c'est vraiment important de comprendre qu'elle donne une vision écosystémique, en fait. Voilà, vous avez une réflexion globale et ça vous permet de la superposer avec la stratégie de l'entreprise. Alors, une fois qu'on réfléchit à ça, bien évidemment, le bénéfice, c'est quoi? C'est que déjà, on doit faire face à tous les défis auxquels les entreprises sont confrontées. On a la problématique du climat. Aujourd'hui, on a la problématique de l'énergie. On a la problématique de la raréfaction de tout ce qui est métaux rares. On a la problématique de la mobilité. On a la problématique de la transparence, de l'approvisionnement, on l'a vu pendant le Covid. Donc, en fait, c'est des défis multiples qui s'accélèrent, on le voit en plus en ce moment, et qui, derrière, obligent l'entreprise à s'adapter de plus en plus vite. Donc, si elle n'a pas déjà mis en place cette logique-là, finalement, elle va subir. Et puis, au travers de ça, c'est aussi les attentes de ces parties prenantes. Je prends un exemple tout simple, les assureurs. Aujourd'hui, les assureurs sont de plus en plus attentifs, peut-être que vous le savez, vous avez sûrement peut-être vu ça également, sont de plus en plus attentifs à analyser les démarches RSE qui sont mises en place par les entreprises, notamment quand elles ont besoin d'investir. Parce qu'elles savent très bien qu'au travers de cette démarche RSE, ce qui a surtout été mis en place, c'est une démarche de management par les risques. Voilà. Et que de ce fait, les assureurs vont vraiment observer ce qui a été mis en place par les entreprises parce qu'ils sauront que celles qui ont mis en place une démarche RSE, la notion de pérennité, cette notion-là d'assise, elle va être prise en compte à chaque fois et pas uniquement j'agis comme entreprise sur un coup parce que j'ai une opportunité et puis on verra demain ce qui se passera. Non, il y a vraiment une vision long terme qui s'installe et qui peut rassurer en fait notamment les assureurs. Il n'y a pas que les assureurs, il y a aussi les banquiers. Il y a encore une fois de plus en plus de banques qui observent en fait ce qui est fait, qui regardent. Il faut savoir que la Banque de France a formé tous ses conseillers il y a quelques années sur ce que c'était que la RSE pour que là aussi ils partagent une vision commune et qu'ils soient en capacité, quand ils font les évaluations des entreprises et qu'ils remettent les notations de la Banque de France, d'apprécier finalement d'un point de vue qualitatif la qualité de ces démarches. Donc, c'est aussi pour une entreprise une nouvelle façon d'envisager son rôle et sa responsabilité. Tout à l'heure, je vous ai présenté la petite vision historique américaine. Encore une fois, c'est à quoi sert l'entreprise, c'est quoi son but, c'est quoi sa vision. C'est vraiment reposé par la loi Pacte avec la notion d'entreprise à mission. Qu'est-ce qu'elle procure comme bien commun au niveau de la société, mais c'est aussi une autre façon d'envisager la responsabilité de l'entreprise au sein de la société.
on a fait un petit questionnaire avec tous nos adhérents et on leur a demandé concrètement, c'était quoi les bénéfices qu'ils ont obtenus en mettant en place ces démarches RSE. Et on a eu ces retours sur différents champs. Vous verrez la phase sensibilisation, la phase engagement. Sur la phase sensibilisation, ils nous ont dit que ça leur avait permis d'appréhender les fondamentaux. Donc, on parle bien d'une même culture, on se comprend, on se dit la même chose. Ça, c'est vraiment super important parce que souvent, ce qui se passe dans les normes ISO parfois, hein, c'est que il y a les qualiticiens qui travaillent sur le sujet, puis il y a le reste de la société qui ne comprend rien, qui n'a pas envie de rentrer dans un schéma contraint et du coup, ça crée plus comment dire, c'est plus clivant qu'autre chose. Donc là, on partage une culture commune, on repère les étapes clés de la mise en œuvre, on définit ensemble, et puis surtout, ça démystifie la démarche. La démarche RSE, on en a fait un monde d'experts. D'ailleurs, toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis 10 ans, on a présenté ça avec des normes, d'une superposition d'engagement, de possibilités, mais sauf que derrière, quand on est dirigeant et qu'on veut démarrer concrètement, par quoi on démarre? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le début? C'est toute ça la difficulté en fait, qu'il y a entre des principes d'action et puis démarrer. Donc souvent, ça leur permet, ils nous ont dit de démystifier et de parler avec un langage commun des mêmes choses. Et souvent, c'est du bon sens. Ça leur permet surtout de développer des outils de sensibilisation, là aussi, notamment dans tout ce qui est intégration des salariés, livret d'accueil, pour que les salariés comprennent bien c'est quoi la démarche de l'entreprise. Quand ils lancent en fait sa démarche RSE, les bénéfices qu'ils ont vus, c'était la mobilisation des salariés. Ça a rassemblé tout le monde. Ça a valorisé les parties prenantes, voilà, les managers, la direction, les clients, les fournisseurs. Avant, les fournisseurs, pour certains, c'était plutôt des fois des personnes qui recevaient une fois par an et avec qui faisaient des négociations un peu difficiles. Maintenant, ils contribuent largement, pour certains, à leur stratégie. Ils comprennent bien les contraintes des uns et des autres. Donc, il y a une vraie relation, une vraie interaction. Ça leur a permis aussi d'anticiper les nouvelles législations. Ça, c'était important. Et puis, le développement de la transversalité, le décloisonnement entre les services et la pluridisciplinarité. Je prends un exemple tout simple. Comprendre quelles sont les bases d'un point de vue économique pour une entreprise au travers de grands critères. C'est quoi le nombre de jours de trésorerie? À quoi ça va servir? Pourquoi on a besoin? Comprendre c'est quoi un résultat d'exploitation? Comprendre c'est quoi une notation de Banque de France? À quoi ça sert de montrer la capacité de l'entreprise à respecter ses engagements financiers? C'est juste ça, c'est expliquer et partager. Et souvent, les salariés qui n'ont pas toujours accès à la vision du dirigeant sur la dimension économique, une fois qu'on leur explique, ils sont capables de comprendre. Et vice-versa. Les salariés sont parfois plus orientés sur le social, mais une fois qu'ils ont expliqué en quoi il y avait des problématiques d'environnement de travail ou des questionnements ou des besoins aussi sur le partage des bénéfices, voilà, ça permet de se parler, ça permet de décloisonner en fait les sujets. Donc du coup, ça permet d'innover en fait et de construire son entreprise sur cette base de co-construction. Une fois qu'ils ont engagé, en fait, ils ont vu le bénéfice sur la notion de construire un projet, une vision des valeurs. Souvent, les stratégies, ça peut être parfois très, très large, très vaste. Là, ça leur permet de se recentrer sur un projet, une vision des valeurs. Voilà. Et puis derrière, d'améliorer la performance globale de l'entreprise, la réputation, les opportunités de marché et les partenariats. Performance globale, c'est quoi? C'est la performance globale, c'est la résultante du fonctionnement de l'entreprise sur ces 5 volets: économique, social, sociétal, environnemental, gouvernance. C'est cette performance globale-là qui va permettre à la fois de générer et de créer de la valeur et puis de sortir aussi forcément un résultat positif qui va financer tous les investissements, qui va financer les améliorations, qui va financer les démarches sur tout ce qui va être on va dire, ergonomie au poste de travail, mise en place d'activités sportives au sein de l'entreprise. Voilà, tous ces temps, tous ces financements d'actions ponctuelles, mise en place de bibliothèques dans les entreprises. Enfin, il y a plein d'initiatives aujourd'hui qui peuvent être mises en place. Donc, ça va permettre ça, cette performance globale de l'entreprise. Et les partenariats, je donnerai juste un exemple sur les partenariats. On a des adhérents qui n'arrivaient pas à recruter des jeunes en fait dans des filières notamment d'assainissement. Et en fait, ils ont mis en place, grâce à cette démarche RSE, en expliquant ce qu'ils voulaient faire, des partenariats avec des postes bac. Et derrière, ils ont réussi du coup à créer une filière de formation pour leur métier. Donc en fait, ça permet ça aussi. Ça permet d'aller plus loin pour recruter des jeunes et être certain que quand on a des carnets de commandes pleins, on va pouvoir recruter les bons profils. Alors, pour ceux peut-être que d'entre vous qui le connaissent, il y a une étude qui a été faite par France Stratégie qui date de 2015. Je vous ai mis le lien.
en fait, qui a été faite sur 8500 entreprises TPE, PME, qui montre qu'effectivement, des entreprises qui mettent en place une démarche RSE améliorent de 13% le résultat d'exploitation par rapport à celles qui ne le font pas. Cette étude, elle avait été commanditée parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de doutes, en fait. On se demandait, ouais, OK, la RSE, c'est un peu fumeux, super. Bon, maintenant, c'est quoi vraiment les bénéfices financiers qu'on peut en attendre? Donc, du coup, cette étude-là, elle a apporté la preuve qu'effectivement, ça apportait un bénéfice, entre guillemets, économique et une performance globale dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque ce résultat d'exploitation, finalement, va permettre à financer aussi la démarche RSE de l'entreprise demain. Et elle est vraiment intéressante parce qu'elle est faite sur un champ très large, surtout de PME, sur l'ensemble de la France. Et ça a été porté aussi par la Banque de France, qui aussi, suite à ça, a formé pas mal de ses collaborateurs sur ce que c'était que les démarches RSE. Donc, ça a fait vraiment écho à ce bénéfice en fait que ça pouvait générer au sein de l'entreprise. Ça a permis à des dirigeants de s'engager plus vite parce qu'ils ont eu la preuve que finalement, le sujet sur lequel eux, ils sont souvent attentifs, c'est-à-dire les euros, ça permettait aussi d'améliorer la performance de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a planté ce décor-là, on peut faire plusieurs choses. On peut déjà faire une évaluation de là où on en est. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On peut démarrer et nous, notre association Planète RSE propose en fait ce champ-là, qui est un champ d'évaluation sur 51 critères, qui sont des critères mesurables, quantifiables, et qui permettent de définir une performance globale de son entreprise. Notre spécificité, c'est que c'est un outil qui a été créé par des parties prenantes. Il y avait Nantes Métropole à l'époque, Audencia, et le Centre des jeunes dirigeants. Ça a été construit par des dirigeants d'entreprise, pour des dirigeants d'entreprise. Donc, ça a vraiment une vocation à être très pragmatique, très simple. Le principe étant vraiment qu'on ne présente que de l'engagement par la preuve. Et nous, on a beaucoup travaillé sur les attestations produites par les experts comptables pour certifier finalement tous les chiffres qui sont avancés dans notre grille de 51 critères. Donc, on s'appuie toujours beaucoup sur ces tiers de confiance qui sont importants aujourd'hui parce que sinon, on peut un peu raconter ce qu'on veut. Donc, nous, notre audit d'évaluation, il est fait sur une base collaborative. Et ce qui a été voulu, c'est d'avoir des dirigeants qui vont auditer d'autres dirigeants sur une base de ces 51 critères au travers d'une application web. Et le principe étant d'avoir un système innovant et apprenant. Un dirigeant qui va auditer un autre dirigeant, pas sur le même secteur d'activité, va finalement découvrir d'autres réalités, d'autres solutions, d'autres pratiques managériales ou d'autres pratiques RSE qui vont lui permettre de se nourrir. Et souvent, dans les entreprises de taille TPE, PME, le dirigeant, il n'a soit pas d'argent, soit il n'a pas le temps de se former, soit il n'est pas toujours dans des réseaux économiques. Et du coup, ça permet, en ayant ce format d'audit collaboratif, de pouvoir finalement apprendre. Donc, on travaille sur les 5 champs, sur ces 51 critères, sur les 5 champs de la responsabilité sociétale des entreprises dont je vous ai parlé. Encore une fois, souvent, la partie économique est rarement mise dans les référentiels de RSE. Pourquoi? Bon, parce que on en a un peu oublié qu'il y avait quand même une dimension économique qui était importante pour assurer la santé de l'entreprise et pour permettre finalement qu'elle investisse et qu'elle change de modèle ou qu'elle investisse dans des solutions ou dans différentes actions en lien avec la RSE. Donc, je vous ai remis, je vais aller assez rapidement parce que je veux laisser du temps à Monsieur Bompa également sur les étapes clés en fait de l'évaluation que nous pouvons vous proposer. La finalité, c'est bien sûr d'avoir un audit factuel et je dirais reconnu, puisqu'on travaille que sur des établissements qui sont des SIRET. On travaille sur des liasses fiscales, mais pas seulement. Et on travaille beaucoup sur les attestations validées par des experts comptables pour finalement valider des preuves qui sont présentées par les entreprises. La spécificité de l'association, c'est que les dirigeants auditent d'autres dirigeants et donc chaque dirigeant qui s'engage doit passer 2 demi-journées par an comme auditeur pour une autre entreprise et ça à titre gratuit. C'est la notion, c'est pas du mécénat, et il le fait vraiment gratuitement, c'est du bénévolat, c'est apprendre et partager des solutions communes. Bon, voilà à quoi ça ressemble au niveau de l'évaluation, un résultat d'une notation sur les 5 champs, et puis un scoring qui permet de se positionner par rapport aux autres entreprises sur un nombre de points, mais plutôt sur une maturité. On n'a pas de minima pour être évalué, pour obtenir une notation. La démarche de Planète RSE, en résumé, c'est la première marche de la RSE pour les entreprises. Et juste pour finir, on a travaillé avec un projet qui s'appelle Entreprise Positive, qui vise à ce on consolide des bonnes pratiques pour toutes les entreprises qui souhaitent le faire. Donc, il y a eu un portail qui a été créé par une société qui s'appelle Cedreo. C'est gratuit, vous pouvez tous vous connecter.
et vous pouvez tous aller chercher des bonnes pratiques existantes. Vous aurez le nom de l'entreprise, les référents, s'ils ont travaillé sur de l'environnement, sur du sociétal, sur du social. Vous aurez le temps que ça leur a pris, ce que ça leur a coûté, et derrière les coordonnées des personnes, si vous avez envie en fait de vous engager ou d'engager vos entreprises avec lesquelles vous travaillez, de pouvoir accélérer finalement cette transformation. J'en ai terminé de mon côté, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, Je merci. pense que je suis dans le timing. Oui, merci Isabelle. En tout cas, c'était très clair. On fera les questions après l'intervention de Laurent parce que c'est possible qu'il y ait quelques réponses qui soient apportées par Laurent et comme ça, on pourra centraliser les questions. Donc, vous pourrez poser vos questions soit sur le chat, soit en levant la main. En tout cas, si je fais moi une synthèse de ce que j'ai retenu, en tout cas les mots-clés que j'ai retenus de votre intervention, c'est attractivité, donc ça, la RSE va favoriser l'attractivité, la pérennité, donc l'attractivité, pérennité de l'entreprise. Et pour que tout ça ait du sens, il faut que l'on s'inscrive dans une démarche de sincérité. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. Je pense que effectivement, la RSE, malheureusement, ou heureusement, pour reprendre vos termes, c'est énormément à la mode. Mais en fin de compte, parfois, ça manque vraiment de sincérité et on est plutôt sur du marketing. Et je crois que dans nos cabinets, nos collaborateurs qui sont vraiment importants pour nous, qui sont une partie prenante très importante, sont aussi en recherche de sens et sont en recherche de sincérité. Et donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et je retiens aussi un dernier point qui est pour moi, mais je pense que j'ai beaucoup de confrères qui sont dans la même chose. Et c'est très clair, là, votre PowerPoint. La problématique, pour moi qui suis complètement néophyte, c'est passer à l'action. Parce que RSE, moi j'ai envie, tout ça. Mais en fait, je ne sais pas comment passer à l'action. Et donc, est-ce que vous nous autoriserez à diffuser votre PowerPoint? Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, pas de Ok. souci. Bon, et ben du coup, je Merci vais à vous. passer la main à Laurent, qui est à la deuxième partie, c'est-à-dire que non seulement on a maintenant une sorte de feuille de route grâce à Isabelle et un contact, c'est-à-dire que Planète RSE accompagne bien évidemment les entreprises et nos cabinets sont des entreprises. Et en plus, on va voir à travers Laurent qu'il y a des fonds qui sont disponibles grâce à notre co. Et ben Laurent, je vous passe la main. Merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation à participer à ce webinaire. Je suis Laurent Bompage, je suis conseiller chez Atlas. Je suis l'un des 4 conseillers qui intervient auprès de l'antenne de Nantes. Donc notre antenne de Nantes conseille gratuitement sur la partie RH, développement RH, recrutement, notamment par alternance, formation des salariés. 4500 entreprises, dont 450 cabinets d'expertise comptable. Je passe vite sur nos coordonnées. Atlas a imaginé principalement 3 outils pour vous accompagner. On a imaginé tout d'abord un autodiagnostic RH de la transition écologique. On l'a fait parce qu'on a été missionné par l'État sur ce sujet. C'est un outil auquel vous pouvez accéder gratuitement. Je vous ai mis le lien depuis la rubrique chat qui est accessible dans votre panneau de configuration. Il s'agit pour vous, à travers 33 questions, de faire le point sur ce que vous avez déjà fait dans le champ de la transition écologique. Dérouler le questionnaire prend à peu près 15 minutes. On vous interroge sur 3 dimensions principales, la stratégie, la gouvernance. Ce qu'on a appelé les processus généraux, c'est la production d'un service en ce qui vous concerne, et puis ça englobe les achats. Par ailleurs, on vous interroge sur le processus ressources humaines, notamment la façon dont vous pouvez décarboner vos activités à travers la gestion de vos ressources humaines. L'objectif de cet autodiagnostic, c'est de vous donner accès à un profil que vous recevez par mail, qui va vous permettre à la fois de vous situer par rapport à une norme. Donc la norme est alimentée au fur et à mesure par les entreprises qui répondent à l'autodiagnostic, et sur les 3 champs questionnés. Vous allez retrouver par ailleurs dans le profil beaucoup de liens
des liens vers des pages de sites internet qui présentent des aides financières qui vous sont accessibles pour financer des actions dans le champ de la transition écologique. Alors, pour vous en citer, mais très brièvement, 2, 3, vous pouvez par exemple consulter la fiche des aides proposées par BPI qui offre des financements sur la réalisation de bilan carbone, par exemple, le calcul de votre consommation d'énergie. Vous pourrez aussi consulter la fiche sur le VTE vert, le volontariat territorial en entreprise vert, qui permet de recruter un alternant dont la mission sera en partie de décarboner vos activités, de créer des services à faible impact ou de diminuer l'impact écologique de services existants. Et puis, par ailleurs, alors vous trouverez des liens vers des MOOC, vers des vidéos avec des personnes qui vont raconter leur métier, d'autres qui seront animés par des dirigeants qui vont vous raconter leur expérience. Et puis, vous trouverez aussi des liens vers des pages de notre site OPCO Atlas, des pages qui vous présentent nos dispositifs de financement. Et pour travailler sur la RSE, on a principalement 2 dispositifs financiers à vous offrir. Alors, le premier dispositif qu'on puisse vous proposer aujourd'hui, c'est un dispositif qu'on a appelé Appui Conseil RH, que vous trouverez parfois sous le nom PCRH aussi. C'est un dispositif qui permet à Atlas de financer le coût de la prestation d'un cabinet de conseil en ressources humaines qui interviendrait à vos côtés, notamment sur la démarche RSE. Alors, il y a 2 types de travaux RSE qui sont financés grâce à ce dispositif. Il y a des travaux sur le champ de la qualité de vie au travail avec des entreprises qui vont construire des questionnaires, alors des questionnaires qui seront parfois adressés à des candidats, parfois adressés à des salariés d'entreprise et qui vont construire, en fonction des résultats, des questionnaires, des indicateurs pour suivre la façon dont leur démarche RSE, dont leur image, leur attractivité évolue. Le deuxième sujet qu'on va beaucoup retrouver, ça va être l'attractivité. On a un certain nombre d'entreprises qui travaillent sur ce sujet-là en étant accompagnées par des cabinets ou des associations d'ailleurs, peu importe. L'idée étant de retravailler le processus de recrutement pour donner une image du cabinet, une image attractive. Ça peut être aussi bien travailler des éléments de langage qui vont vous permettre d'être visible dans l'esprit des candidats, travailler le processus de recrutement lui-même pour que ce que vous allez proposer quand le candidat sera là chez vous dans vos murs contribue à donner une bonne image de votre entreprise. Un deuxième dispositif, alors oui, pardon, je ne vous ai pas parlé des taux de prise en charge, c'est peut-être l'information la plus importante. Aujourd'hui, Atlas a reçu des cofinancements sur le dispositif appui conseil RH de la part de l'État, de la part de la région. Donc à date, sur les dossiers qu'on reçoit là aujourd'hui, on offre un financement sur 90% du coût de la prestation proposée pour les cabinets de moins de 11 salariés, 90% pour les cabinets de 11 à 49 salariés, 80% pour les cabinets de 50 à 249 salariés, là où on intervenait à moindre échelle quand on finançait seul ces dispositifs. On a entrepris des démarches pour offrir encore en 2023 des cofinancements sur ce dispositif-là. Donc je pense qu'en 2023, les financements sur l'appui conseil RH seront aussi très intéressants pour vous. Vous pouvez aller piocher des coordonnées de cabinets dans 2 listes. Une liste qu'on a construite nous, avec des cabinets qu'on a référencés par l'intermédiaire d'un appel d'offres marché public, et puis une deuxième liste qui est alimentée, elle, par l'État au fil de l'eau. Donc l'État répertorie au fil de l'eau des cabinets qui agissent localement sur les sujets RH et qui peuvent permettre à leurs clients de se faire accompagner financièrement. Deuxième dispositif dont je voulais vous parler, c'est un dispositif qui s'appelle FNE Formation. Ce sont des fonds que l'État a reçus de la part de l'État et qui permettent la prise en charge
de 50 à 70% du coût pédagogique d'action de formation, 70% pour les entreprises de moins de 50 salariés, 60% pour les entreprises de 50 à 249 salariés, 50 au-delà, plus 11 € par heure et par salarié. Sont éligibles à ce dispositif-là les entreprises qui subissent des mutations, des changements importants. En 2022, les mutations peuvent être aussi bien économiques que technologiques ou écologiques. L'État a construit par ailleurs des parcours types, et donc pour pouvoir recevoir un financement sur ce dispositif-là, il faut cocher 2 cases, valider 2 critères. L'entreprise doit être éligible, le parcours doit être éligible. Et l'un des parcours construits par l'État, c'est un parcours qui s'appelle anticipation d'une mutation. Le champ de la RSE rentre pleinement dans ces mutations et on finance des actions de formation qui font suite à une démarche RSE enclenchée dans des entreprises adhérentes. Les partenaires sociaux de notre conseil d'administration nous demandent de viser le plus possible des parcours d'au moins 30 heures et ces parcours de formation peuvent englober plusieurs actions de formation proposées avec diverses modalités pédagogiques. Tout est possible, aussi bien la formation externe que la formation interne, la formation à distance ou du présentiel, tout est envisageable. Ce sont des projets par ailleurs qu'on peut travailler ensemble en amont, de sorte que vous soyez en sécurité au moment où vous présentez votre demande de prise en charge, vos demandes de prise en charge. Voilà, tous ces dispositifs-là doivent faire l'objet de la saisie d'une demande de prise en charge sur notre outil MyAtlas. Voilà, le FSE, je fais l'impasse et je vais redonner la main du coup pour qu'on puisse avoir un peu de temps pour traiter vos différentes questions. Eh ben, merci beaucoup, Laurent. Donc, pour mon expérience, moi, j'ai effectué l'autodiagnostic de l'OPCO. Donc, c'est effectivement très bien fait, hein, donc ça prend pas beaucoup de temps et puis ça permet, dans un premier temps, alors pas de passer à l'action, mais ça permet d'avoir un constat de où on en est et puis ça identifie des pistes de la RSE et des piliers de la RSE sur lesquels on peut intervenir au sein de nos cabinets. Et puis sur le financement de ces démarches, moi j'y crois aussi beaucoup, c'est-à-dire que je ne crois pas que l'on puisse engager une démarche RSE au sein de notre cabinet sans s'en donner les moyens. C'est-à-dire que sinon, si on ne met pas des ressources, si on n'alloue pas des collaborateurs pour suivre cette démarche et qu'on n'engage pas bien sûr les associés, ça n'avance pas. Et là, on a la chance de pouvoir être accompagné par des prestataires extérieurs qui, moi j'en suis certain, nous permettront de réellement avancer. C'est-à-dire que comme on a quelqu'un qui vient et qui intervient dans nos cabinets, on est obligé de s'y mettre. Ou alors, on repousse toujours à plus tard. Écoutez, on peut passer aux questions. Je sais, j'ai pas de questions sur le chat et je regarde les mains levées. Pour l'instant, je n'ai pas de main levée. Moi, je ne sais plus si je vous l'ai dit, je vous ai mis le lien vers notre autodiagnostic dans la rubrique chat. N'hésitez pas à cliquer dessus. Le lien vous conduira directement sur la plateforme. Alors, on ne le voit pas, Laurent. Enfin, moi, je ne le vois pas. Je vais le reposter dans ce cas-là. Ou alors, c'est moi qui... Ah, attendez, je ne suis pas sur mon truc. Question. Non, on n'a pas de question. J'avais mis dans le chat, mais je peux le mettre aussi dans la partie questions. Ah oui, il y a quelqu'un qui a indiqué on ne le voit pas. On ne voit pas votre lien. Je vais le remettre là, comme ça, elle le verra directement. Envoyer à tous. Voilà. Donc là, je viens de le poster dans la partie questions aussi. Ah, on a une question de Carole Godin. Donc, je vais ouvrir votre micro. Oui, c'est... Ah. C'était pas une question, c'était pour dire que je ne le voyais pas non plus. Merci. Ok. Dans les compléments,
Notre dispositif appui conseil RH peut être mobilisé par un collectif d'entreprises qui aurait envie d'initier une démarche RSE ensemble. D'accord. Ah, Romain Legout, je vais ouvrir votre micro. Si j'y arrive. Je ne peux pas ouvrir votre micro, monsieur Legout. Ah, ça y est, votre micro est ouvert. Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, très bien. Si, très bien. Non, c'était juste pour réagir, effectivement, comme quoi moi j'avais bien reçu le lien et que j'avais bien réussi à l'ouvrir, donc c'était parfait. Merci beaucoup. Bon, bah, écoutez, très bien. Vous n'avez pas de questions? Tout est clair. Bon, en attendant qu'il y ait d'autres questions qui arrivent ou qu'il y ait des questions qui arrivent, ce que l'on a prévu pour pouvoir avancer, parce que cette démarche RSE, moi je pense que si on fait que un webinaire comme ça, vous allez, en tout cas, vous allez peut-être avancer dans votre coin, mais on n'aura pas de retour. Donc on a prévu avec l'ordre de vous envoyer un questionnaire très simple, juste pour identifier les objectifs des participants. Et que l'on puisse, avec ça, créer des petits groupes de travail et vous accompagner dans vos besoins. Parce que si, je pense que si on fait une commission avec 27 personnes, comme les cabinets sont certainement pas homogènes dans l'avancement dans la RSE, j'ai peur que ça lasse un peu tout le monde et que ça n'avance pas. Moi, mon idée serait de créer des petits groupes de travail qui sont homogènes et qui ont un objectif commun et dans lesquels on pourrait identifier les pratiques et les jalons qui ont été effectués par les uns et les autres. Alors est-ce qu'on peut poser une question du coup à l'ensemble de l'auditoire? Oui. Moi, j'ai une question à poser sur est-ce que, au travers de votre mission auprès des dirigeants d'entreprise, est-ce que vous constatez que les dirigeants aujourd'hui sont en difficulté par rapport à toute cette notion de marque employeur, attractivité, fidélisation, ou bien ils abordent ça de manière avec un peu de recul et ils se disent que bon, ça va passer? Alors, je regarde si quelqu'un souhaite prendre la main. Il faudrait que quelqu'un lève la main. Écoutez, je ne vois pas du coup, je vais répondre, parce que moi j'ai mon micro ouvert. Écoutez, à travers les clients et les cabinets, on voit bien que ce problème-là est le plus important. C'est-à-dire que le changement de société sur le recrutement, sur l'attractivité et la marque employeur, c'est quelque chose qui est prégnant chez tous nos clients et chez tous les entrepreneurs que l'on croise, qui sont aussi nos confrères. Après, est-ce qu'ils savent comment gérer ce problème-là? Non, il y a plein de pistes qui sont lancées. Je crois que chacun subit un peu cette partie-là. Donc, moi, si quelqu'un a une solution toute faite, moi, je suis preneur. Hein. Je crois qu'il n'y en a pas. Non. Non, parce que c'est vraiment toujours lié à votre contexte, lié au contexte des dirigeants avec qui vous travaillez, des entreprises, de l'activité, secteur d'activité, la pyramide des âges, enfin voilà, le mode de fonctionnement, la gouvernance, enfin c'est vraiment très spécifique, on va dire, et unique sur chaque entreprise. Après, c'est leur capacité à se mobiliser ensemble. Et souvent, c'est vrai que je dirais que les experts comptables ont quand même cet avantage d'apporter de l'information, de la mesure, de la fiabilité, du rendre compte sincère. Ça, c'est quand même aussi important dans l'engagement par la preuve, de pouvoir asseoir finalement une communication sur des éléments tangibles et sincères et vérifiés. Je dirais que ça donne du crédit quand même aussi à ce qu'une entreprise puisse entreprendre une stratégie qui ne serait pas uniquement basée sur voilà, des éléments qui la mettent en valeur, mais qui finalement ne sont pas vérifiés ni vérifiables. Et qui, au travers de du fait qu'on ne puisse pas les vérifier, ça la fragilise en fait.
quand même ça aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de, enfin, je pense que vous avez peut-être dû voir, hein, la notion de la réputation des entreprises aujourd'hui, elle est quand même mise à mal, hein, avec des sites, balance ta start-up, la même chose dans la com, il y a eu beaucoup d'abus, mais aujourd'hui, ces réseaux sociaux sont aussi extrêmement puissants pour pouvoir, voilà, Oui, tout à fait. C'est pour ça que apporter la preuve sincérité que est l'entreprise n'est importante. pas sincère. Donc, Mais moi, vraiment une notion aussi. Je suis persuadé de ça, de ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il vaut mieux y aller lentement, mais que la démarche soit sincère. Alors ça y est, on commence à avoir des questions. Donc Charlène Potier pose une question. Bonjour, l'attractivité, sujet préoccupant de nos cabinets. Auriez-vous des exemples concrets, retour d'expérience à ce sujet? Alors moi, j'ai pas de retour d'expérience. J'en ai, mais pas toujours dans le champ de l'expertise comptable. On a des entreprises qui ont interrogé des candidats sur notamment ce qu'ils attendaient de leur travail, pour pouvoir identifier la façon dont éventuellement elles pouvaient répondre à ces attentes. Est-ce que leurs attentes sont salariales? Est-ce que leurs attentes sont intellectuelles à travers la qualité peut-être des dossiers sur lesquels ils seraient missionnés? Est-ce que leurs attentes sont plutôt en termes de convivialité, d'esprit dans le cabinet? Le fait d'interroger des candidats apporte des éléments et permet parfois de retravailler le processus de recrutement. Par ailleurs, certaines entreprises, parfois en interrogeant aussi leurs salariés sur ce qui a été déclencheur dans le choix de leur cabinet au moment où ils ont candidaté. On peut aussi donner des infos et puis parfois créer des contenus en vidéo, par exemple, qui vont être affichés sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Parfois, ça se traduit en termes d'actions concrètes, la mise en place d'une cooptation, l'intervention auprès des écoles, l'intervention en cours dans des jurys, parfois Isabelle, vous êtes chez Thierry Immobilier là, vous êtes posté chez Thierry Immobilier, oui, qui est une entreprise que j'ai eu le plaisir de découvrir à travers le CJD, qui donc c'est une agence, c'est un groupement ou un groupe d'agences immobilières. Donc on n'est pas dans une activité polluante, c'est pas la même activité que nous, mais on a une entreprise du tertiaire qui s'est vraiment saisie du problème de la RSE. Oui. Et moi, sincèrement, j'ai été vraiment impressionné de la démarche RSE. J'ai eu l'occasion d'interviewer certains collaborateurs de Thierry Immobilier et j'avoue qu'en les écoutant, quand ils parlent de la marque Thierry Immobilier, j'étais très envieux, quoi. J'aimerais bien que mes collaborateurs parlent de mon cabinet de cette manière-là. On sent qu'il y a une vraie fidélisation, une vraie capitalisation sur la marque. Je pense qu'il y a une vraie sincérité dans la démarche RSE, avec plein d'initiatives qui sont faites par Thierry Immobilier, qui sont pas extrêmement complexes, mais qui, l'une avec les autres, donnent du sens et ont un vrai impact sociétal. Et donc là, je pense qu'en termes d'attractivité et de fidélisation, ça a bien fonctionné. Oui, tout à fait. Je vous rejoins complètement là-dessus. Je reboucle sur ce que disait M. Bonpas sur l'attractivité et la question, c'est qu'il y a aussi des entreprises qui se questionnent sur pourquoi les candidats ont arrêté avant la fin de la période d'essai ou bien sont partis, qui questionnent aussi pourquoi les gens sont partis et ça apporte des éléments de réponse pour construire justement la fidélisation. Donc, ça complète ce que disait M. Bonpas. Et pour reboucler sur Thierry Immobilier, effectivement, c'est une entreprise qui a démarré l'évaluation avec Planète RSE à l'époque. Parce qu'ils voulaient démarrer, mais ils ne savaient pas finalement comment faire. Donc, en fait, ils ont fait l'évaluation, ils ont fait un état des lieux et ils ont eu 2 ans pour démarrer en fait leur plan d'action. Et ce qu'ils ont mis en place, c'est ils ont travaillé ils se sont appuyés sur leurs points forts, ils se sont améliorés sur les points d'amélioration et surtout, ils ont beaucoup travaillé sur la partie sociétale, l'engagement de l'entreprise avec des partenariats avec De Toi à Moi, avec aussi le travail sur des solutions proposées à leurs locataires. Des solutions pour contribuer à l'amélioration justement de cette association, de contribuer à financer cette association si le locataire le souhaite. Ils ont travaillé sur tout ce qui était bilan carbone, évaluation carbone, sur les déplacements, faire en sorte que les déplacements même professionnels
soit plutôt des déplacements en transport en commun. Donc, comment est-ce qu'on travaille la mobilité et comment est-ce que finalement on arrête aussi parfois de financer des ICA alors que c'est des véhicules personnels qui sont utilisés. Donc voilà, c'est toute cette réflexion-là qui a été menée sur les différentes dimensions, petit à petit. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans, je crois qu'ils ont été évalués la première fois. Et c'est vrai qu'on voit le gap qu'ils ont passé sur la cohérence aussi de la démarche RSE. Elle est vraiment multidimensionnelle. Elle est portée par un leadership fort. Ça, c'est vraiment important aussi, hein, le leadership du dirigeant, mais pas que. Aujourd'hui, il est porté par aussi tous les salariés de l'entreprise. C'est là où on voit que c'est un effet démultiplicateur. C'est quand le dirigeant qui, au départ, initie la démarche avec, souvent, ça peut être aussi l'expert comptable. Hein, vous avez vraiment un rôle hyper important parce que vous êtes l'oreille attentive aussi des dirigeants. Donc, c'est important de l'aider, de le soutenir dans cette démarche. Et puis après, quand ça arrive à diffuser sur tous les collaborateurs qui sont associés, ben, ça se démultiplie et ça a plus de puissance. Donc, en fait, effectivement, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une démarche engagée et c'est vrai que Benoît Thierry a toujours travaillé sur la preuve et la notion d'exemplarité. Ça a toujours été un élément pour lui très important dans son action personnelle. Je pense que ça compte aussi beaucoup et dans l'action de l'entreprise. Ouais, pour rebondir sur les attentes de vos clients, moi j'ai une visibilité uniquement sur les clients qui adhéreraient chez Atlas, mais une clé d'entrée sur la RSE, c'est souvent la réponse à des appels d'offres marché public. De plus en plus, dans la notation, il y a une clause RSE. Et j'ai un client, un adhérent qui me disait cette semaine qu'il avait répondu à un marché sur lequel 10% de la note était liée à la RSE. Et donc l'attente de ces entreprises-là, c'est parfois d'aller vers une labellisation pour avoir des données objectivables, et parfois c'est prendre appui sur l'expert comptable pour trouver justement des données factuelles qui pourraient être logées dans un appel d'offres et qui seraient non opposables. Alors, ok, on a des questions qui arrivent, donc si on veut les traiter, je vais vous les lire. On constate de nombreuses difficultés de recrutement. Je n'ai pas encore entendu d'attente en termes de RSE chez nos clients. Donc ça, c'est Flavien Pasquier, c'est plutôt une réponse qu'une question. Moi, je pense que si on rebondit sur ce point-là, je pense que ça m'étonne. Simplement, il n'a peut-être pas identifié ce qu'était la RSE. Je crois que c'est tellement large que on ne peut pas ne pas avoir d'attente. Alors, Mallory Ayavé, bonjour. Pourrait-on avoir des subventions pour les entreprises de plus de 250 collaborateurs? Alors, oui et non. Sur l'appui conseil RH, il n'y a pas de financement possible pour les entreprises de plus de 250 salariés. Simplement, un accès quand l'entreprise achète par notre intermédiaire à des tarifs privilégiés, ce que nous avons négocié en contrepartie d'achats en masse auprès des cabinets RH concernés. Par contre, sur l'effet de formation, oui, là, il y a effectivement un dispositif qui est bien accessible aux entreprises de plus de 250 salariés, avec des taux de prise en charge un peu moins bons, 50% du coût pédagogique plus 11 € par heure de formation, là où une entreprise de moins de 50 salariés aurait accès par exemple à 70% du coût pédagogique financé, plus 11 € par heure et par salarié. Donc ça reste intéressant malgré tout pour une grande entreprise. Bon, c'est vrai que les fonds sont plutôt guidés vers les entreprises un peu plus modestes, mais bon. Merci, Charlène Potier. Merci. Il y a 17 objectifs ODD. Si on s'engage sur une démarche RSE, s'engage-t-on sur les 17 points obligatoirement? Alors, Isabelle, je vous laisse répondre. Non, en fait, l'objectif, c'est que vous soyez une entreprise, une organisation, si vous faites un état des lieux finalement de là où vous en êtes par rapport à ces cinq dimensions dont j'ai parlé, hein, économique, social, sociétal, environnemental, gouvernance, et qu'après, en fait, vous raccrochez les actions que vous avez déjà engagées sur le fait de servir un ODD. Alors, on ne peut pas tous les mener de front, c'est vraiment ce sont des lignes directrices, et au travers de ces ODD, c'est des actions en fait que vous allez engager ou que vous avez peut-être déjà engagées sur ces sujets. Par exemple, sur les Pays de la Loire, le travail qui avait été fait sur l'Observatoire RSE, là, qui est porté par un projet européen, là, Cities for CSR, on ne peut pas avoir tous les ODD de front, parce qu'il y en a certains sur lesquels on n'est pas forcément concerné. Tout ce qui va être, par exemple, l'accès à l'eau,
bon, il y en a sur certains, on n'a pas besoin d'être au rendez-vous puisqu'on est dans un pays développé et que ces problématiques-là sont moins prégnantes que dans d'autres contextes internationaux. Donc, en fait, il faut toujours se saisir de ces ODD qui ont une définition et regarder en quoi vous, en tant qu'entreprise, vous répondez en fait à ce critère. Mais surtout, ce que je voudrais dire, c'est que toutes vos entreprises, vous faites tous de la RSE aujourd'hui. Vous en faites tous. La seule chose, c'est que comme vous n'avez pas fait cet autodiagnostic, et quel que soit l'outil que vous utilisez, je ne vends pas Planète RSE, mais quel que soit le besoin d'outils que vous avez, vous faites tous de la RSE. Ce qui est important, c'est que vous sachiez ce que vous avez déjà engagé, sur lequel vous allez vous appuyer pour accélérer votre transformation. Il faut connaître vos points forts. Et à partir de là, vous aurez identifié finalement les éléments, les actions que vous avez portées sur certains des ODD, si votre base, si vous voulez mettre en avant les ODD. Et derrière, vous saurez ce qui vous reste comme chemin à parcourir. Et surtout, vous ferez ce chemin à votre rythme, en fonction de vos ressources financières, en fonction de vos ressources humaines. Parce que, voilà, encore une fois, il faut que tout ça, ça soit pérenne dans le temps. Donc, chaque entreprise doit avancer aussi à son rythme. Donc, les ODD, c'est une cible importante. C'est un outil de reconnaissance aussi. C'est un guide qui est intéressant. Et qui peut permettre aux entreprises de flécher leur démarche. Mais encore une fois, vous faites tous de la RSE, démarrez déjà par connaître vos points forts pour pouvoir accélérer votre transformation. Quel que soit l'outil que vous choisirez, il faudra démarrer par ça. Eh ben, super, c'était très clair. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Bon, écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici s'il n'y a pas d'autres questions. Laurent, est-ce qu'on peut aussi envoyer votre PowerPoint? Bien sûr, Ouais. avec plaisir. D'accord. Et puis, donc, nous, on va vous envoyer au niveau de l'ordre également, donc, ce que je vais dire, un questionnaire pour que l'on puisse recenser vos objectifs et puis essayer de vous accompagner si cette démarche RSE est importante pour vous. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Isabelle et Laurent, parce que moi qui suis néophyte, c'était hyper clair. Voilà. Donc, écoutez, tant mieux. très bien. Voilà. Tant mieux. Merci. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous. Et Merci. on reste disponible s'il y avait des questions, bien évidemment. Merci. Bonne journée. Merci de votre accueil, en tout cas, et de l'organisation. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.